C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui s'intitule « Comment répondre aux besoins de sens au travail ». Alors le sens au travail, vous n'avez pas pu y échapper, si vous regardez la presse actuellement, vous avez à peu près un article par jour sur le sujet. J'ai relevé un chiffre qui est quand même intéressant, un chiffre qui provient de l'APEC, qui concerne les cadres, mais qui est significatif. L'APEC nous dit la hausse de création de postes à impact représente plus de 25% en 2022 pour les cadres en quête de sens au travail, notamment sur des postes liés au développement durable, à la RSE, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un sujet, et j'ai même vu un média titré le sens au travail, objectif principal de 2022. Donc, pour parler de ce sujet, je reçois Christelle, Anaïs et Mathis. Bonjour Christelle. Bonjour. Je vous laisse vous présenter rapidement. Donc, je suis Christelle Lecoustumer, je suis directrice des ressources humaines chez Grant Thornton. Grant Thornton, c'est un cabinet de conseil. Nous sommes 2000 collaborateurs en France et 65 000 dans le monde. Voilà. Bonjour Anaïs. Bonjour tout le monde, je suis Anaïs Georgelin, la fondatrice et CEO de So Many Ways, une entreprise spécialisée sur les mutations du rapport au travail. On accompagne les entreprises à se saisir de ces enjeux. Et bonjour Mathis. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathis Ravellonarivo, je suis docteur en psychologie du travail et des organisations et je travaille chez So Many Ways où je suis responsable recherche et développement. Super. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un premier éclairage d'Anaïs. Comme je l'ai dit, la question du sens se pose aujourd'hui et plus que jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton retour là-dessus? Ça fait quelques années qu'on voit ce sujet grandir dans les médias notamment, qui prend de plus en plus de place, avant qu'on définisse un peu mieux ce que c'est que le sens, parce que c'est quand même un mot valise, on va se dire la vérité. Si on met le sujet en perspective, on parle de quoi? On parle de nouveaux rapports au travail qui prennent de plus en plus de place. Et si je les résume, moi j'aime bien dire qu'en fait, avant, il y avait une vision de la réussite un petit peu classique, traditionnelle. Je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais moi, j'ai grandi dans cette vision de la réussite où il fallait faire carrière, il fallait peut-être avoir des postes avec de plus en plus de responsabilités. Aujourd'hui, on voit un nombre croissant de personnes, des jeunes, mais pas que, ne tombons pas dans les clichés, qui ont d'autres visions de la réussite, qui peuvent peut-être être profiter, ne pas perdre sa vie à la gagner, pour en citer une, ou par exemple être utile, faire en sorte que mon travail me permette de contribuer à la société avec un grand S. Et ça, c'est un enjeu qui va croissant. Vous disiez, la presse parle du sens au travail. Moi, j'ai même récemment entendu notre ministre du Travail parler du sens au travail, et là, je me suis dit, ah oui, il se passe quelque chose. Voilà. Et mon regard sur ça aujourd'hui, c'est que c'est un enjeu important pour les entreprises qui demandent de prendre le problème vraiment à la racine. Parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup d'efforts pour recruter, pour faire de la marque employeur. Et finalement, je pense qu'il y a une solution pas assez exploitée qui est comment, à l'intérieur de l'entreprise, on redonne les clés, on permet à chacun de se saisir de cette question du sens au travail. Alors, Christelle, de votre côté, vous qui êtes DRH d'entreprise, est-ce que vous ressentez au sein de votre entreprise cette quête de sens au travail? Oui, bien sûr, je témoignerai effectivement en tant que DRH, mais au nom de toutes les entreprises, je crois que la crise du Covid a mis en avant de nouvelles attentes des collaborateurs et a renforcé des sujets qui étaient prégnants. Et on parle de guerre de talent. Et la guerre de talent, aujourd'hui, elle touche toutes les entreprises, tous les secteurs et de toute nature. On parle aussi de l'engagement des collaborateurs. On parle même du désengagement des collaborateurs. Et puis, ce qu'a amené vraiment la crise du Covid, c'est la qualité de vie au travail et notamment le sujet de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Grant Thornton, bien sûr, comme toutes les entreprises, doit faire face aux nouveaux enjeux. Nous avons, comme dans toutes les entreprises, de nouvelles modalités de travail avec de
de passage quand même du travail distanciel, du travail hybride. Et ça, c'est une grande nouveauté en France, hein, où je vous rappelle que le présentiel était dominant. Il fallait être là, derrière son ordinateur pendant des heures. La transformation managériale est aussi un élément extrêmement important. C'est-à-dire que nous avons aussi des managers qu'il faut accompagner dans ces nouvelles modalités d'organisation de travail et dans ce nouveau contexte de travail. Et puis, surtout, je dirais que moi qui suis une ancienne en RH, pendant des années, on nous a dit de travailler sur des grands process, de faire du standard et finalement, on faisait du onboarding pour des tas de collaborateurs en masse. Aujourd'hui, ce qu'il ressort, c'est l'individualisation. Donc, ce n'est pas de l'individualité, mais c'est de l'individualisation, c'est-à-dire passer du mode de gestion collective à la gestion individuelle et passer des besoins aux attentes. Nous devons être à l'écoute des attentes des collaborateurs. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'expérience collaborateur personnalisée de plus en plus. Alors, Mathis, pour bien comprendre cette notion de sens au travail, est-ce que tu aurais une définition un peu scientifique du sens au travail? Bon, je vais être d'accord avec Anaïs, je suis d'accord, c'est un mot valise. La notion de sens, au premier abord, elle s'invoque de manière assez floue. Il y a plein de définitions possibles. Si on se penche sur le sens commun qui peut être véhiculé notamment par les réseaux professionnels comme LinkedIn, on entend souvent dire que le sens est le fait de se sentir utile, de participer aux grands enjeux écologiques et sociétaux, voire même d'appartenir à une entreprise à impact positif. Si on prend une vision un peu plus scientifique, je ne dis pas que le sens, ce n'est pas ça, mais qu'à minima, ça n'est pas que ça. Et notamment, on a la chance d'avoir de nombreuses chercheuses et chercheurs qui ont travaillé cette notion pendant ces 50 dernières années. Et aujourd'hui, on pourrait définir le sens à travers 3 facettes. La première, c'est la signification, c'est la place que le travail il prend dans notre vie, c'est la valeur qu'on va lui accorder, c'est la représentation qu'on se fait du travail. Même si le travail est central dans l'existence, on a toujours des perceptions individuelles et variées qui peuvent apparaître. Pour certains, le travail va être une véritable vocation. Pour d'autres, ça va être un simple emploi, par exemple. La deuxième facette, ça va être la direction. C'est le sens que je vais donner à mon travail en termes d'orientation. Qu'est-ce que je vais rechercher, comment je vais me nourrir, comment je vais apprendre. Et on peut opérer la distinction avec des fonctions dites utilitaires qui vont être attribuées au travail, notamment le fait d'avoir une occupation, le fait d'avoir un salaire, versus des fonctions plus expressives comme le prestige, les occasions d'apprentissage, l'expérience humaine, le plaisir. Et ici, on peut distinguer 2 types de sens que vont être le sens au travail et le sens du travail. Le sens au travail, c'est vraiment les caractéristiques externes, extrinsèques au travail, les relations sociales, l'environnement social. Et le sens du travail, ça va vraiment être les caractéristiques intrinsèques au travail, donc les tâches, activités concrètes. Donc l'idée, c'est de savoir où met le focus l'individu, qu'est-ce qui est vraiment important pour lui. Et enfin, la dernière facette, c'est la cohérence. Dans quelle mesure mon travail, il est cohérent avec mes attentes, mes valeurs, ma raison d'être intime, mes besoins, ce que je recherche. Et là, carrément, c'est le rapport entre mes attentes, mes besoins et la réalité, ce que je vis au quotidien. Donc, c'est 3 facettes du sens pour vraiment réussir à le comprendre pleinement. Et pour un peu de profondeur, on a quand même quelques études qui nous permettent de donner quelques caractéristiques du sens. La première, j'en évoquais seulement 2. La première, c'est une expérience subjective. Elle est dépendante des caractéristiques de l'individu, ses expériences antérieures, l'organisation du travail, le contexte sociétal. Et on sait aussi que c'est une expérience subjective qui est dynamique dans le temps. C'est-à-dire ce qui fait sens pour moi aujourd'hui ne fera pas forcément sens pour moi demain. Ce que je vais rechercher en termes de caractéristiques dans mon travail aujourd'hui ne sera pas forcément la même chose. Ce que je recherchais il y a 10 ans, ce que je rechercherai dans 10 ans. Donc, c'est subjectif et dynamique. Alors, si je résume un peu tout ce que tu viens de dire, Mathis, c'est quand même très propre à chacun, Anaïs.
Oui, c'est ça. Avant que Mathis rejoigne mes équipes et puisse éclairer des intuitions de choses plus scientifiques et plus étayées, c'est ce que j'avais fait comme observation. En 2015-2016, moi-même, je me pose la question du sens au travail et autour de moi, j'ai un nombre croissant de personnes qui se posent cette question-là. Sauf que quand je leur pose la question, mais qu'est-ce qui fait sens pour toi? Alors là, c'est le néant. Vous voyez, c'est difficile de mettre des vrais mots derrière qu'est-ce qu'on attend du travail. Donc, on a fait ce travail de fond d'interroger des milliers de personnes sur leur rapport au travail et d'essayer de mettre des mots sur le sens. Et en résumé, c'est ça. Un, ça change. Qu'est-ce qui donne du sens au travail aujourd'hui? C'est pas la même chose demain. Et deux, c'est très subjectif. On en a construit un modèle d'ailleurs chez So Many Ways qu'on utilise qui irrigue à la fois tous nos accompagnements managériaux et nos solutions pour les collaborateurs, qui est basé sur 5 modes de rapport au travail. Je vais vous en donner 3, comme ça pour vous qui nous écoutez, normalement ils sont assez intuitifs pour vous positionner. Le mode ascension, donc le travail comme un moyen d'avoir une certaine position sociale, c'est la vision de la réussite traditionnelle dont on parlait tout à l'heure. Quand je suis en mode ascension, qu'est-ce qui va me donner du sens au travail? Bah, peut-être que mon manager m'aide à me projeter, à voir quand et comment je vais pouvoir monter les échelons, d'être dans une organisation qui travaille mon développement professionnel, vous voyez. Un deuxième mode peut être le mode équilibre. Je vois le travail comme un moyen de pouvoir vivre ma vie à côté. C'est un peu moins central pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être super engagée et faire très très bien mon travail. Mais dans ce cas-là, par exemple, ce qui va me donner le plus de sens, ça va peut-être être qu'on soit très attentif à la flexibilité, mes contraintes personnelles, etc. Et puis le petit dernier, comme ça, le mode impact, le travail comme moyen de contribuer à la société avec un grand S. Là, ce qui va me donner du sens, c'est que je sois alignée avec la raison d'être de mon entreprise. Et on voit bien que c'est que un parmi d'autres. Voilà. Je vous mets, pour ceux que ça intéresse, un petit lien vers l'étude que nous avons faite sur le sens au travail. Vous pourrez y trouver une analyse un peu plus détaillée de ces modes. Alors, avant de continuer, j'ai quand même envie de poser une question aux participants, puisqu'effectivement, le sens au travail, c'est très subjectif. C'est quoi pour vous le sens au travail? Si vous pouvez nous répondre dans le chat, en un mot, 2 mots, une expression, qu'est-ce que c'est pour vous le sens au travail? Qu'est-ce qui donne du sens à votre travail aujourd'hui? Effectivement, très intéressant. Ne soyez pas timide, hein, le chat est anonyme. Alors, utilité, utile à la société, utilité de son travail pour la société, contribution au bien commun, utilité de ce qu'on fait, voir les personnes avancer, accompagnement, flexibilité. Oula, c'est parti, ça va trop vite. Fierté, relation avec les autres, les collègues, épanouissement, richesse de la vie sociale, cohérence avec mes valeurs, s'accomplir via le travail, ce que tu disais un peu Anaïs aussi, maîtriser son temps, progresser, apprendre tous les jours, monter en compétences. C'est marrant, il y a des gens pour qui ça va être le collègue, pour qui ça va être la reconnaissance, d'autres ça va être le fait d'apprendre en permanence, de s'épanouir, d'être fier de son travail. Donc effectivement, on a toutes et tous en fait une notion très différente de le sens au travail. Alors du coup, Christelle, finalement, pourquoi c'est important d'adresser ce sujet aujourd'hui, puisque c'est personnel? Oui, c'est personnel, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le personnel est venu dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une compétition accrue sur le marché de l'emploi. Nos sujets sont l'attractivité. Alors, Christelle, je vais juste vous couper. Il y a un micro qui fait. Est-ce que vous pouvez couper vos micros pendant que chacun a son temps de parole? Parce qu'il y a un écho depuis tout à l'heure. C'est bon, Christelle. Excusez-moi. Alors, attendez, parce que alors, moi, je me suis perdue. Non, c'est bon. Moi, je vous entends. Parfait. Donc, je vous disais, il y a une compétition qui est accrue.
L'attractivité et la rétention sont vraiment les sujets et les enjeux dans les entreprises. Et nous observons pour beaucoup d'entreprises, mais c'est vrai aussi, par exemple pour Grant Thornton dans les cabinets de conseil, c'est un désintérêt pour nos métiers. Et nous avons en face des collaborateurs ou des candidats qu'il faut convaincre. Il faut convaincre et ils nous parlent de sens. Ils nous disent oui, mais alors c'est quoi l'objet de votre entreprise? On y fait quoi? Et en quoi cela peut correspondre au sens que je veux donner, moi, à ma vie professionnelle. Aujourd'hui, un candidat, quand il aura à choisir, il va regarder ces points-là. Il va regarder ces points-là. Chez Grant Thornton, nous avons déployé une marque employeur qui est l'expérience de la confiance. Et l'expérience de la confiance, c'est d'abord révéler le potentiel individuel. Le potentiel individuel, aujourd'hui, il est multiple et il faut le connaître. C'est vrai qu'on parle beaucoup de reconnaissance aussi, de reconnaissance professionnelle, personnelle, développement des compétences techniques, mais aussi des compétences soft skills. Quand on parle, par exemple, comme dans le chat, de stimulation intellectuelle, de maîtrise de son temps, d'épanouissement, nous sommes bien sur des sujets qui ne sont pas des sujets techniques. Voyez. Et pourtant, ça veut dire que les collaborateurs cherchent à se former, à évoluer professionnellement, bien sûr, sur une base technique, mais ils vont rechercher dans les entreprises d'autres enjeux et d'autres facteurs de motivation. Alors, le sens, c'est vraiment... donc Anaïs dit qu'elle travaille depuis des années sur le sens, mais c'est assez récent quand même. C'est assez récent dans l'entreprise. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a encore de cela 5 ans, rejoindre une entreprise comme Grant Thornton, finalement, c'était suffisant comme l'identité, la marque était suffisante pour recruter. On a l'impression qu'en finalement, en très peu de temps, tout ça a changé, les mentalités ont changé, ça s'est inversé. Finalement, aujourd'hui, avoir un grand nom de marque, c'est plus suffisant. Et donc, ça oblige les entreprises à prendre vraiment en considération ce qu'on disait tout à l'heure, les aspirations de chaque individu. Vous avez raison, Christophe, parce que vous aviez de très belles marques qui, aujourd'hui, ont de réelles difficultés à recruter parce qu'effectivement, leur objet n'est plus en lien avec certains candidats qui, globalement, ne s'y reconnaissent pas, en fait. Donc, ils cherchent du sens. Alors, je dirais, il y a des environnements, c'est assez facile, finalement, et eux, ils ont aujourd'hui tout ce qui est transformation durable, RSE, etc. Donc, ça a le vent en poupe, etc. Mais dans des entreprises traditionnelles, par exemple les cabinets de conseil, nous sommes sur des métiers tels que l'audit, l'expertise conseil, tout ce qui est juridique et fiscal. Et bien sûr, nous avons le conseil, mais globalement, il faut trouver du sens aussi à nos métiers. D'accord ? Et donc, on a le sens de la société, mais aussi c'est se préoccuper aussi du sens individuel. Et comme l'a expliqué Anaïs, en fonction des moments de votre vie, vous pouvez être sur des aspirations qui sont très différentes. Ça veut dire que ce n'est pas un problème générationnel. Et c'est là où je trouve que c'est important. Ce ne sont pas les jeunes qui ont apporté ça. C'est vraiment une conception très différente. Et vous avez aujourd'hui toutes les couches d'âge qui sont touchées, avec des préoccupations qui sont extrêmement différentes. Alors, c'est important de souligner ça, parce que moi, je suis assez présent sur LinkedIn, par exemple. Et c'est vrai que souvent, on nous dit, oui, les jeunes, les générations, alors qu'en fait, je fais le même constat que vous. Mon impression, c'est qu'effectivement, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas du tout un problème générationnel, c'est presque une prise de conscience collective, finalement.
Ouais, alors si je peux me permettre de rebondir, effectivement, on s'est intéressé au sens avant tout le monde, et puis on était aussi là à dire, c'est pas arrêter de parler des générations, c'est plus contextuel que générationnel. Bon, 2015-2016, on était peut-être un petit peu en avance de phase, hein, mais aujourd'hui, on commence à être un peu plus synchronisé avec le moment. Peut-être pour rebondir sur les enjeux que vous mentionniez, Christelle, on voit dans toutes les entreprises. Moi, ce que j'aime à dire en ce moment, c'est que c'est arrivé au niveau de la conscience, mais pas encore beaucoup au niveau des actes quand même. On va se dire la vérité. Et le grand enjeu, c'est de standardiser. J'aime bien cet oxymore que je distille partout, c'est de standardiser la personnalisation. En fait, on l'a compris, on ne peut pas faire un cas, une personne, et pour autant, chacun a sa compréhension individuelle et personnelle du sens qui est mouvante. Donc, le grand enjeu des ressources humaines, des directions des ressources humaines pour les années à venir, ça va être d'adresser ce sujet et de permettre à chacun de pouvoir trouver son compte en proposant différentes expériences collaborateurs qui cohabitent, et ça va être un sacré défi. Et un deuxième point sur les enjeux, moi ce que je vois aujourd'hui, et c'est comme si c'était la dernière carte de la révolution digitale. Vous voyez, on a eu tous ces moments où les business models ont été complètement bousculés, le produit a été bousculé par la transformation digitale, ça fait des dizaines et des dizaines d'années déjà. Là, on parle d'IA, on parle de chat, je ne sais même pas comment on dit, le nouveau chat qui fait l'intelligence artificielle. Il se passe énormément de choses sur ça. ChatGPT. Mais en fait, je crois que fondamentalement, les entreprises, le plus gros risque qu'elles courent aujourd'hui, c'est de ne pas comprendre ce changement de paradigme humain, de ne pas mettre en place la transformation du travail et la manière d'adresser ces sujets-là. Et comme Kodak n'a pas su se transformer au moment du produit de la photo numérique, on pourrait avoir le même sujet sur des entreprises qui ne saisiraient pas de l'humain et dont la marque, finalement, s'effondrerait en très peu de temps. On a quelques exemples récents. Mathis, c'est quoi le risque du non-sens versus développer le sens au travail? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir une quantité assez importante de production scientifique sur les effets du sens ou du non-sens. Je ne vais pas citer toutes les études parce que ce serait impossible. Je peux en citer au moins une qui est celle de Hu et Hirsch en 2017. Donc, c'est une méta-analyse qui s'intéresse à analyser des études antérieures. Donc, ça représente 146 études antérieures, soit 70 000 salariés dans le monde. Ils se sont rendus compte que les personnes qui trouvaient du sens au travail avaient une meilleure implication au travail. Notamment, on retrouve des fortes corrélations avec la motivation, l'engagement dont parlait Christelle tout à l'heure, la performance, et des corrélations négatives avec les comportements contre-productifs au travail. Ils se sont également rendus compte qu'il y avait un meilleur fonctionnement psychologique général et au travail, notamment qui va se concrétiser par une meilleure satisfaction au travail, des meilleures relations interpersonnelles, des comportements de citoyenneté organisationnelle accrus, donc l'entraide, l'altruisme, le civisme, la tolérance, et une baisse de l'épuisement professionnel. Donc ça, c'est dans le monde. Maintenant, si on a aussi de la chance d'avoir des données en France, et notamment les enquêtes conditions de travail et risques psychosociaux qui ont été menées entre 2013 et 2016, dont les résultats peuvent être regardés et découverts dans une publication de la DARES en 2021, s'intéressent explicitement aux effets du sens et du non-sens. Et selon les chercheurs, il y a 3 conséquences à la perte de sens au cours du temps. La première, c'est le départ, l'exit. Le salarié va engager une mobilité volontaire. On se rend compte qu'il y a plus de 22% de chances de risque de turnover. La deuxième conséquence, c'est ce qu'on appelle the voice en science, c'est l'expression. Et notamment, on se rend compte qu'il y a plus 5% de chances de se syndicaliser, de se resyndicaliser ou de participer à des réunions avec des représentants du personnel. Et enfin, la dernière conséquence, c'est l'endurance. Le salarié, il va rester, la nature de son engagement va changer, ça va être un engagement dit de continuité, mais cet engagement-là, il n'est pas bénéfique ni pour l'individu, ni pour l'organisation. Alors pourquoi ? Parce que pour rester dans l'entreprise avec un bon niveau de performance, le salarié il va engager des ressources psychologiques qui sont limitées, et quand elles vont disparaître, ces ressources psychologiques, ça va clairement avoir des affections sur sa santé générale et psychologique, et notamment, ça va se concrétiser avec davantage d'arrêts maladie. Et l'enquête de la DARES le montre très bien, puisqu'il remarque que chez ces personnes-là, il y a plus 49% de risque d'absence. Maintenant, si on prend une version un peu plus positive, qu'est-ce qui se passe quand on a du sens dans son travail ? On a aussi pas mal de données.
Alors, juste un point pour clarifier, j'ai lu quelque chose récemment qui m'a interpellé, une étude qui disait que finalement, les salariés qui étaient les plus propices à quitter l'entreprise étaient les salariés engagés. Parce que là, tu dis, oui, là, si on n'a pas de sens, on va avoir plus d'absence, mais en fait, vous avez aussi beaucoup plus de chances que ces gens-là ne bougent pas. Ouais. Alors, il y a des études qui montrent parfois des choses assez paradoxales, et puis il y a des effets culturels à prendre en compte également. Donc, je ne ferai pas de généralisation sur ce point-là. Mais en effet, ça s'est vu, hein, les personnes parfois les plus engagées sont celles qui sont le plus susceptibles de faire un burn-out, notamment, ça a été montré. Donc, c'est parfois un peu paradoxal les effets qu'on peut révéler. Maintenant, si la personne elle trouve du sens dans son travail, on a pas mal de données. On va se rendre compte qu'il y a un engagement accru. Alors, attention, il y a différents types d'engagement. Je ne vais peut-être pas les décrire ici, mais là, je parle vraiment de l'engagement, la personne qui a envie de s'impliquer et qui internalise les ambitions de l'entreprise. Et on sait aussi que le sens, il améliore la santé psychologique au sens de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est à la fois la présence d'un bien-être psychologique, mais également l'absence d'un mal-être psychologique. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui trouvent du sens, elles ont davantage de bien-être psychologique, mais le sens a également un effet bouclier, protecteur contre le stress et le burn-out. Attention, dans une certaine mesure. Alors, Christelle, une question quand même un peu... je vais ironiser un peu, mais on ne donne pas du sens comme on donne une augmentation. Donc, en quoi l'entreprise a-t-elle un rôle à jouer là-dedans, sachant qu'on vient de dire depuis déjà 25 minutes que c'est quelque chose de très personnel et de propre à chacun. Oui, tout à l'heure, on parlait de la puissance, en fait, enfin, l'individuel. On parlait beaucoup d'individuel. Et moi, je dirais aussi, il y a aussi la puissance du collectif, en fait. Ce qu'une entreprise peut mettre en avant, et c'est ce que nous faisons chez Grant Thornton dans l'expérience de la confiance, c'est aussi une dynamique dans l'épanouissement professionnel. Voyez, je rebondis tout à l'heure dans le chat, c'est Charlotte qui marque effectivement qui mentionne que les carrières aujourd'hui, un candidat ne va pas faire carrière dans la même entreprise. Charlotte parle de fonctions. Effectivement, il va vouloir occuper des fonctions en plus de son métier. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on recrute un candidat, il faut pouvoir lui proposer, Charlotte appelle des fonctions, moi j'appelle ça des rôles, qui effectivement, où il évoluera à l'intérieur de la société. Ce qui intéresse, quand on parle de sens, on parle aussi d'épanouissement professionnel. On parle aussi de transversalité des métiers, on parle aussi d'évolution. Quelle évolution on donne aux candidats et quelle visibilité on donne aussi à tous nos collaborateurs. Dans la puissance du collectif, il y a tout ce que nous pouvons mettre en place sur une culture qui est aussi une culture collaborative. Dans un des modes décrit par Anaïs, vous aurez aussi des collaborateurs qui sont dont le moteur et tout ce qui est la culture dans l'entreprise, le lien social, l'engagement de l'entreprise pour effectivement rendre le collectif très présent. Vous avez globalement, on a des jeunes candidats qui arrivent sur le marché du travail qui ont été extrêmement sanctionnés par les années Covid, où ils ont été peu. Donc, il faut tenir compte. Et le climat de travail convivial, avec la proximité managériale, la culture du feedback, et nous parlons chez Grant Thornton de bienveillance, sont des éléments extrêmement importants. Autre élément, c'est l'engagement de l'entreprise dans l'avenir. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est rétablir la confiance dans un avenir positif. Et ça, ce sont des éléments importants qui sont, par exemple, de pouvoir démontrer que le sens au travail, c'était aussi une entreprise engagée sur le plan éthique, sur le plan social, bien évidemment, sur le plan sociétal,
c'est vraiment dans l'attente des collaborateurs et encore, je vous le répète, multigénérationnel, hein. Donc quelle perspective et quel engagement l'entreprise apporte-t-elle qui permettra de donner du sens aussi aux collaborateurs? C'est vraiment, dans ces dans tout ça que l'entreprise démontrera la capacité à être agile, à innover et à correspondre aux nouvelles attentes des collaborateurs dans leur ensemble. Et on parlait tout à l'heure, Mathis, d'engagement, de désengagement. Donc oui, et de turnover. Il faut réengager les collaborateurs en poste. Donc, vous aurez des collaborateurs toujours démissionnaires, hein, mais il y a aussi l'engagement des collaborateurs qui sont en poste. Et quand vous avez des collaborateurs qui sont engagés, nous avons vraiment une performance dans l'entreprise qui est extrêmement améliorée. Donc, voilà les vrais sujets. Question de transition, Mathis, ça veut dire que finalement le sens au travail est quasiment le facteur le plus important d'engagement? Alors, il faut faire la distinction très, très, très court, hein, mais les facteurs qui vont favoriser l'engagement ne sont pas systématiquement les mêmes que ceux qui vont favoriser le désengagement. Donc, il faut faire attention à ça. C'est en effet un facteur très important qui favorise l'engagement, comme la reconnaissance. On pourrait détailler, mais voilà. Alors Anaïs, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le collaborateur travaille lui-même à son sens au travail, ainsi que l'entreprise. On est un peu dans une recette où chacun y met du sien. C'est quoi la bonne recette? La bonne recette, faut qu'on reste humble aussi sur ces sujets. Les sujets sont tellement nouveaux qu'en vrai, on expérimente, on teste, on mesure l'impact pour s'assurer que ça prend. Et ce qui fonctionne dans une entreprise peut moins bien fonctionner aussi dans un autre contexte culturel. Donc, restons tout de même attentifs. En revanche, pour la question, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise d'apporter du sens? Moi, je pense qu'en tout cas, elle a un enjeu fort à le faire. Peut décider qu'on ne veut pas le faire, mais je crois que tout ce qu'on s'est dit là, elle a un enjeu fort à le faire. Après, la réalité à l'intérieur de l'entreprise, c'est que trouver du sens au travail, c'est une co-responsabilité. Qui implique d'un côté l'entreprise, l'organisation, hein, qui est souvent incarnée par ses dirigeants, sa direction des ressources humaines, voire les organisations syndicales, qui doit créer ce cadre propice à standardiser la personnalisation, à adresser le sujet, à créer une culture saine et vertueuse autour de ça. Après, il y a la responsabilité du management, qui est d'avoir des conversations authentiques, régulières, un certain nombre de postures managériales qui permettent l'expression des besoins et la recherche de solutions conjointes. Et puis dernièrement, et comme disent les Anglais, last but not least, le dernier mais pas des moindres, le collaborateur a aussi sa part de responsabilité. Et sa responsabilité à lui, c'est comment il fait ce travail de connaissance de soi, d'identification de ses besoins, et il ose les exprimer pour que finalement l'organisation puisse l'aider à trouver des solutions. Voilà, donc cette posture de responsabilisation, de co-construction entre un manager, un collaborateur et son entreprise, c'est ça l'enjeu parce que ça rend les choses systémiques et donc on touche à beaucoup de choses. On avait parlé de job crafting lors de notre petite réunion de préparation. Mathis, est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet? Oui, je peux faire ça avec grand plaisir. Alors, Mathis, ce matin, c'est notre Wikipédia. C'est pas forcément quelque chose de positif. Mais avant de parler de job crafting, je pense qu'il est nécessaire de dire que le sens, premièrement, il s'élabore individuellement dans un processus permanent de recherche de cohérence. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est faciliter ce processus de recherche de cohérence. Le job crafting est un moyen, il y en a plusieurs, je vais en citer 3. Le premier, c'est comment on pense l'organisation du travail, comment on change les politiques, les structures des emplois en fonction des besoins des salariés, dans la mesure du possible, évidemment. Donc, c'est une façon c'est une façon de faire où le collaborateur va être plutôt récepteur que acteur.
À contrario, le job crafting, c'est plutôt comment le salarié il va personnaliser son travail, certaines facettes de son travail, ses tâches, ses relations au travail, l'acquisition de ses compétences et de ses connaissances, pour trouver davantage de sens. On a pas mal d'études qui montrent que c'est bénéfique pour développer le sens au travail. Et enfin, il y a un entre-deux. Il y a ce qu'on appelle des négociations idiosyncratiques, donc c'est adapté aux individus, c'est comment l'individu il va venir avec des propositions de solutions pour trouver davantage de sens au travail, qui va soumettre à sa hiérarchie, qui vont pouvoir s'accorder sur ces solutions. C'est ce qu'on appelle des conversations chez So Many Ways. Merci Mathis. Christelle, maintenant qu'on a évoqué tous les concepts, l'importance du sens au travail, comment on met ça en musique dans l'entreprise? Quelles actions concrètes peut-on mener? Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Grant Thornton? Alors, en fait, nous, comme vous l'avez compris, nous avons mis en place un partenariat avec So Many Ways. Quand on m'a parlé la première fois de So Many Ways, j'ai trouvé ça formidable. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à donner l'opportunité à des salariés de s'exprimer et d'avoir une conversation avec leur manager. De s'exprimer individuellement, et c'est-à-dire, comme l'a dit Anaïs, de faire ou Mathis, faire ce travail individuel de recherche, finalement. Quelquefois, je le dis, n'attendez pas tout des organisations. Il faut que vous nous aidiez, nous RH, donnez-nous des pistes. Ne nous reprochez pas toujours de ne pas vous occuper des évolutions professionnelles. Dites-nous ce que vous aimeriez faire. Donc, So Many Ways, quand j'ai rencontré Anaïs, j'ai été subjuguée par le fait que ça faisait des années qu'elle y réfléchissait, alors que moi, je trouvais que le sujet était tellement récent. Voilà. Alors, comment on l'a déployé? D'abord, on l'a déployé sur un pilote, sur environ 200 personnes. Nous avons décidé d'utiliser donc la plateforme So Many Ways, pour lequel le collaborateur répond à un questionnaire assez complet, assez rapide, mais assez complet, qui va déterminer finalement son mode. Voilà, donc il aura son mode, par exemple, Anaïs parle du mode ascension, et il va découvrir son mode et en quoi il est fait, son mode, pas simplement point, tu es à ascension et débrouille-toi avec ça. Donc, tout ça, c'est très bien fait parce que finalement, on s'y retrouve bien. Donc, il y a même un mode majeur, il y a un mode mineur, parce que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et donc, le collaborateur à la lecture de la façon dont la façon dont il a ses aspirations à un moment donné. Bien. Après, la deuxième étape, c'est l'entretien de sens. Alors ça, c'est génial. L'entretien de sens, c'est un entretien du collaborateur avec son manager. Chez nous, ça a été le parrain, et le manager intermédiaire, vous voyez, parce que c'est vraiment sur le management intermédiaire où on a aujourd'hui les plus grandes difficultés d'engagement, de mobilisation et de comprendre. On a beaucoup de managers qui disent « je comprends pas ce qu'on me demande, je comprends pas les collaborateurs de mon équipe, ils sont complètement… voilà ». Donc, on fait l'entretien de sens et là, effectivement, c'est la libre-échange. Alors, il y a un format, on est bien accompagné par So Many Ways, mais il y a un format. Mais effectivement, c'est la conversation où on s'exprime. Alors, au début, les collaborateurs ont trouvé l'initiative intéressante, pourquoi pas. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va être, l'entretien, ce sujet de sens-là. Et le manager nous disant « Non, mais alors, qu'est-ce que vous nous mettez, la RH c'est quoi? Qu'est-ce que je vais répondre? On va encore me demander des tas de trucs, je ne saurais pas répondre, ça va être encore des choses incroyables et j'ai peur de faire des entretiens de sens si je n'ai pas la réponse ». Et en fait, finalement, on s'aperçoit, oui, il y a des demandes à long terme, à moyen terme, certaines ne seront pas tout à fait réalisables, mais elles ont été exprimées. Et on s'aperçoit qu'il y a des demandes à court terme
qui peuvent être résolues et faciles à faire. Alors, c'est quoi des demandes à court terme? C'est par exemple, je trouve que je ne suis pas assez suivie, dans les missions chez les clients, je suis un peu perdue, il y a il y a vraiment des sujets aussi encore, hein, de communication entre les personnes et finalement, ça sert aussi à communiquer et à mieux se comprendre et globalement, là, c'est un succès. On y va pas petit pas, hein, c'est une transformation aussi managériale importante, hein, mais nous sommes, très contents, de ce lancement et de ce déploiement et nous sommes très bien accompagnés par Anaïs, par toutes les équipes de SoManyWays. Mathis, aussi apporte, vraiment aussi du contenu, sur des choses qui sont, aujourd'hui vraiment dans les préoccupations et dans les enjeux de notre entreprise. Anaïs, ça se passe comment de façon très concrète c'est une plateforme? Mm. Oui, alors de façon très concrète, on a une plateforme et puis autour, on a un accompagnement. C'est ce que disait Christelle. Alors chez Grant Thornton, c'est assez particulier comme cas parce que on a vous avez créé en fait les conversations sens. Dans d'autres entreprises, ça se fait en surcouche quelque part de l'entretien professionnel s'il existait déjà. Et surtout, s'il était décorrélé de l'entretien de performance, parce que ça, c'est quand même la clé. On sait bien, dans la vraie vie, on fait tous ces entretiens un peu en même temps, et souvent, juste du point de vue managérial, on coche les cases, hein. Toute la philosophie qu'il y a derrière ça, c'est qu'en fait, si on ne prend pas au moins une fois par an un peu de recul sur le sujet, pour vraiment parler de qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous demande, qu'est-ce qui va nous apporter du sens au quotidien, et ben, on passe à côté des signaux faibles, on se retrouve avec des démissions qu'on n'avait pas anticipées. Ça, c'est pour dans quel dispositif ça se connecte, soit à un Je te pose tout existant, de soit suite à un une ad hoc. question que je pose quand on parle entretien pro, évaluation, etc. Une fois par an? Alors, mon regard sur la question, c'est que évidemment, il faut de la conversation continue. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat sur la transformation managériale. Qu'est-ce qu'on fait quand les managers ne veulent pas bouger? Bah, effectivement, il y a un point d'orgue de ce dispositif qui passe par la culture managériale. Mais ça prend du temps de transformer des cultures et ça se fait pas que en agissant sur le management. C'est ça finalement qu'on est en train de vous dire nous avec SoManyWays, hein, mais aussi en donnant des clés aux collaborateurs. Vous savez, c'est le fameux être capable de manager son manager. Hein, ça s'apprend aussi. Si ça me convient pas, comment je peux lui donner des clés à mon manager sur ce qui va m'aider. Et puis au niveau organisationnel, Mathis en a parlé. Donc, conversation continue, c'est l'idéal, avec des points opérationnels qui doivent être réguliers, pas déplacés tout le temps, et peut-être démarrer par une ouverture de comment ça va en ce moment. Vous voyez, hein, cette question simple, mais qui permet déjà de capter beaucoup de choses. La gestion de la performance, et j'ai vu aussi dans le chat beaucoup de choses autour d'avoir des objectifs clairs, etc. Oui, je suis 100% d'accord avec vous. C'est le sens au sens direction, c'est peut-être aussi le sens collectif. Hein, c'est quelle est, pour mettre un mot à la mode, notre raison d'être. Comment on décline ça en objectif, en mission, et donc quelle va être ma contribution dans mon entité, dans mon métier à cette raison d'être, et comment ces objectifs sont clairs. Tout ça va ensemble, donc c'est des couches complémentaires. Voilà, mais la discussion type entretien professionnel ou autre, déjà, si dans toutes les entreprises, elle était bien faite une fois par an, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Voilà. Et donc concrètement, pour terminer, le collaborateur, qu'est-ce qu'il fait? On lui donne des clés sur une plateforme digitale pour se poser les bonnes questions. On l'aide à redescendre dans un entonnoir de réflexion. Donc de passer de je sais pas, je veux un peu tout, ou je sais pas ce que je veux, à voilà très précisément quels sont mes besoins prioritaires. Sont-ils satisfaits aujourd'hui ou pas? Uniquement mes besoins, mes réels besoins, pas tout, vous voyez. Et s'ils ne sont pas satisfaits, quelles peuvent être des clés, des pistes, des contenus, des exercices qu'on va leur fournir qui vont les aider à réfléchir à des solutions à leur portée. Et tout ça, c'est confidentiel, c'est pour eux. On l'amène dans un entretien managérial ou RH, hein, on a des entreprises plus petites où c'est les RH qui font ça, où le collaborateur va arriver avec un diagnostic clair, des pistes et une posture de co-responsabilité, et où on va pouvoir réfléchir et construire la suite ensemble. Il y a un retour qu'on a, et je terminerai sur ça, dans des entreprises, on a déployé depuis
avant ça, et notamment par les RH, qui nous disent, en fait, avant, je passais... déjà, je recevais pas, j'avais pas le temps de recevoir tout le monde. Et puis, quand je recevais quelqu'un, c'est quand c'était déjà un peu tard. Et je passais deux sessions d'1 heure à faire de la maïeutique. Vous voyez, qu'est-ce qui va vraiment pas? Et avec So Many Ways, en fait, quand les gens arrivent, déjà, leur diagnostic est clair, leur check-up professionnel est clair. Et en plus, ils sont dans une posture où on va construire ensemble. Voilà, ça marche pas à tous les coups, comme Christelle l'a dit, parfois on n'a pas la solution, et c'est la vraie vie. Mais le message que j'aurais envie de vous passer, à vous qui nous écoutez, parce que j'entends beaucoup ce frein, c'est non, mais on va surtout pas demander aux gens de quoi ils ont besoin et tout, parce qu'en fait, ils pourraient se rendre compte qu'ils l'ont pas. Je crois qu'il y a beaucoup plus de risques à ne pas traiter le sujet qu'à le traiter, parce qu'en en parlant, on se rend compte que déjà, globalement, ça va beaucoup mieux que ce qu'on pensait, et qu'en plus, il y a plein de petites choses qui peuvent être faites déjà dans mon entreprise. Voilà. C'est vrai que c'est un peu la posture de beaucoup d'entreprises de dire ne demandons rien, parce que si on n'est pas capable de répondre, ça va aggraver la situation, ce qui n'est pas vraiment la méthode adéquate. Bon, il y a quelqu'un qui nous demande le tarif, ça, vous contacterez directement Anaïs sur LinkedIn. Ça sera un plaisir de vous faire un devis avec des petits cœurs, des fleurs. Quelques millions d'euros. Voilà. T'es descendu en dessous du milliard, là. Ouais, ça y est. Mais bon, ça répond à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Ça revient à essayer de mettre en place un process, entre guillemets, de standardiser des réponses et des attentes qui sont, elles, très individuelles. Comment tu fais, Anaïs, comment tu conseilles les clients sur la communication autour de cette mise en place? Comment on présente ça aux collaborateurs, Christelle? Ouais. Je vous pose la question à toutes les deux parce que c'est quelque chose quand même qui touche au personnel. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui vont se dire mais ça ne vous regarde pas, ou il y en a qui vont être enthousiastes. C'est quoi la bonne formule pour amener ça dans l'entreprise? Quel discours je commence, puis Christelle, je vous laisserai raconter le choix que vous avez fait, parce que Grant Thornton a eu un choix aussi. Parce que, en fait, ça dépend de la culture d'entreprise. Donc, vous voyez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de discuter, de voir quels sont les process existants, d'où on part, quel est le. Et à partir de là, on va essayer de s'intégrer au mieux dans l'existant. Mais Bon, Christelle, je vous laisse réagir parce que j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, alors, Anaïs, vous le retrouverez. Je le lis dans le chat, il faut que la DG soit impliquée, il faut que ça vienne d'en haut, il faut tous ces sujets. Alors, vous allez me dire, mais comment on implique en haut, etc. Comment on a parlé aussi de management, souvent le management est une couche qu'il faut convaincre. Oui, alors, vous me dites, mais quels sont les arguments? Mais les arguments, c'est ça, c'est la guerre des talents, la difficulté de recruter, le désengagement, le turnover, tous ces sujets. On en a plein, des sujets. Donc, chacun peut adapter le sujet qui correspond à son environnement. Les vrais sujets sont là, c'est-à-dire que demain, on aura vraisemblablement beaucoup de business, mais pas assez de ressources. Voyez, donc, le sujet des ressources, le sujet du staffing, c'est vraiment très important. Alors, vous pouvez avoir du staffing désengagé. Donc, l'engagement est très important. Donc, une telle initiative ne peut être que menée et accompagnée ou dirigée par le haut. C'est-à-dire que voilà, elle doit redescendre. Et le management intermédiaire peut être là en disant oh là là, mais qu'est-ce qu'on va on va me mettre aussi comme couche supplémentaire, encore en entretien RH, encore j'y comprends rien, etc. Et lui aussi, il faut le convaincre. Lui aussi, il faut lui dire que demain, il va faire son job tout seul s'il continue. Lui aussi, il faut lui dire qu'il n'y a pas que le sujet travail en sens pur, c'est-à-dire mission, tâche qui est importante, mais ce sont des composantes qui sont importantes pour lui. Et donc, et la transformation, c'est une transformation managériale. Et cette transformation, elle prendra du temps. Le premier entretien de sens, il va peut-être pas, ou la première fois, va pas être peut-être le plus concluant, mais on aura eu cette expérience, cette confiance, ce dialogue d'attendu. Voyez, donc nous, on a communiqué. Alors, la première fois, enfin, quand on a fait le premier envoi, on a été un petit peu brut mais le deuxième, on a encore plus fait attention pour encore plus accompagner. Et puis
après, Anaïs, je crois que vous parlerez des webinaires et tout ce qu'on a mis en place, hein, qui sont aussi pour sensibiliser avant de tout. Donc, je vous laisse la parole, Anaïs. Oui, en plus, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Mais pour terminer sur les webinars, nous, quand on arrive dans des entreprises, il y a des niveaux de maturité différents et on n'a pas toujours la chance d'avoir une équipe RH, une DRH qui met l'impulsion, qui prend des risques, vous voyez. Et donc, parfois, on arrive avec des offres déclics. On fait beaucoup de déclics aujourd'hui chez Sony. On arrive, on fait une conférence dans un moment, dans une grande messe, vous voyez, où il y a tout le comité de direction, les managers intermédiaires, où on va faire des webinars, on va semer ces petites graines, on va rentrer dans les programmes managériaux par un module sens au travail. Voilà, et donc petit à petit, on met ces graines-là, et puis à un moment, c'est le bon moment pour déployer un peu plus massivement. L'autre option, c'est de déployer uniquement sur des métiers très fortement en tension. Donc où là, ça fait tellement mal qu'en fait, bon, bah, on n'a plus que ça à essayer, vous voyez. Donc selon le contexte, il y a tout ça. Et nous, on accompagne la communication, hein, les webinars, les emails types, et on travaille avec chaque client sur comment on va essayer de trouver le bon ton et la bonne manière de fonctionner. Et pour revenir sur les arguments, pour convaincre la direction, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui reboucle le sujet. C'est qu'il y a aujourd'hui, depuis des années, on a digitalisé les RH, on a mis des SIRH, des colonnes vertébrales, plus ou moins bien, et puis on a mis plein de surcouches d'outils et de dispositifs. Et ce qu'on mesure mal, c'est est-ce que ces dispositifs, au-delà des effets de mode, répondent aux besoins des personnes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ce qu'on se rend compte, c'est que rarement le bon dispositif arrive à la bonne personne au bon moment. Je vous donne un exemple très concret. Peut-être que certains parmi vous ont déployé des solutions qui permettent à des employés de contribuer à des associations, à la fondation, etc. Et ils se disent, bah zut, on pensait que ça répondrait à la quête de sens, et en fait, on a 5% des collaborateurs qui s'en sont saisis, et ça nous coûte X. Bah, finalement, après, quand on déploie sur l'ensemble des populations, on va être capable de se dire, bah, en fait, vous avez des personnes en mode impact, donc qui pourraient être animées par ça, c'est 5% de votre population. À partir de là, c'était peut-être pas le meilleur dispositif à déployer massivement chez vous, ou peut-être qu'il faut revoir la voilure. Et à côté de ça, tout le monde est en introspection. Alors, je pense que Grant Thornton, sur la population, on a démarré, c'est ce qu'on s'est rendu compte en mode introspection. Et peut-être que là, ce qui va être le plus pertinent pour mettre un peu plus d'argent dans les dispositifs, c'est autre chose. Première option. Deuxième, c'est juste que du coup, on va être capable, dans un deuxième temps de déploiement, de mapper tous les dispositifs RH existants. Et quand un collaborateur a ses résultats, il va pouvoir voir tout seul quel dispositif existe dans son entreprise pour répondre à son besoin. Et là, la cascade de communication de tous les dispositifs RH du haut vers le bas qui n'arrivent pas jusqu'à terrain, bah finalement, on remet le pouvoir entre les mains quelque part du collaborateur et on crée ce lien-là. Et donc, in fine, on doit gagner du temps, de l'argent et rationaliser un petit peu ce qu'on propose. Merci Anaïs. Pour conclure, Christelle, quels sont les bénéfices visibles aujourd'hui suite à ce partenariat avec So Many Ways? D'abord, une adhésion des personnes qui l'ont fait. Au départ, je me demande un peu où cela amenait. Et effectivement, là, c'est se dire, mais c'est génial, quoi. C'est génial qu'on puisse finalement discuter de cela et que je puisse discuter de cela simplement avec mon manager, en fait. Hein, voilà. Pour la première fois, je dirais, on parle aussi vraiment de l'évolution professionnelle des collaborateurs. Et l'évolution professionnelle, c'était pas simplement donc tu vas être promu, tu vas avoir maintenant tu vas avoir des équipes, tu vas faire ça. C'est l'évolution professionnelle sur la perspective de se dire nous aurons des collaborateurs qui vont être heureux chez nous pour le temps qu'ils y passeront et on aura pu effectivement leur proposer différentes fonctions, différents rôles. Chez Grant Thornton, finalement, ça va être ça, c'est venez, rejoignez-nous pour vivre l'expérience, des expériences et c'est aussi nourrir cette expérience hein, en fonction des attentes
des collaborateurs. Donc, c'est vraiment de toute façon très positif, c'est vraiment génial qu'on puisse effectivement aborder ces sujets en entreprise. Merci Christelle. Merci Anaïs, merci Mathis pour Merci à tous. ce webinaire instructif sur le sens au travail. Vous le retrouverez demain en replay sur MyRHline. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et puis un bon appétit. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir, à bientôt.